Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. On va revenir sur les raisons de votre candidature, sur le PS aussi et sur la gauche plus généralement. Mais d'abord, c'est quoi le regard d'Emmanuel Morel aujourd'hui ? C'est un regard curieux, déjà, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, pas seulement à la politique. Je m'intéresse au monde comme il va, je m'intéresse aux arts, à la culture, et je trouve ça formidable de pouvoir s'enthousiasmer tous les jours pour de nouvelles choses. Mais c'est aussi quand même un regard critique, évidemment, parce que le monde dans lequel nous vivons ne va pas bien. Le système économique dominant charrie un certain nombre d'injustices, d'inégalités, et donc forcément ça suscite aussi de l'indignation. C'est mon cas. Alors hier, les sociodémocrates allemands ont approuvé le principe d'une coalition avec la CDU d'Angela Merkel. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la social-démocratie en Europe ? Alors la question du SPD, faut quand même regarder ça avec un peu de recul. En réalité, les camarades sociodémocrates allemands, ils sont dans une situation qu'on pourrait dire tragique. C'est-à-dire d'un côté, s'ils font l'alliance avec la CDU, ils savent très bien que l'électorat populaire va continuer à se détourner d'eux, et donc ils vont continuer finalement à perdre des voix. Ils disent déjà qu'ils sont arrivés à un score très très faible, mais de l'autre, s'ils ne font pas cette coalition, en tout cas c'est ce qui m'explique à moi quand je discute avec eux au Parlement européen, c'est le risque de voir le parti d'extrême droite, l'AfD, monter un peu plus aux prochaines élections. Donc ils sont comme ça dans une contradiction, mais la vérité, moi c'est ce que j'essaye de leur dire, c'est que précisément l'extrême droite, les partis nationalistes, se nourrissent de l'indifférenciation progressive entre la droite et la gauche. Et de fait, signer une grande coalition avec Merkel, c'est contribuer à renforcer cette impression que la droite et la gauche s'accordent sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les questions économiques et sociales, et se disputent sur l'accessoire. Donc c'est quelque chose de tragique. Et en effet, la social-démocratie européenne est traversée par des contradictions majeures. Vous avez une partie des sociodémocrates qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut accepter le système tel qu'il est, on peut l'améliorer à la marge. C'est le cas d'une partie de vos camarades socialistes. On pourrait imaginer que certains de vos camarades souhaiteraient justement de grandes coalitions comme celle-ci, des accords avec Édouard Philippe. Non, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, il y a des socialistes français qui ont été très complaisants à l'égard d'Emmanuel Macron, qui précisément, lui, portait un discours de dépassement du clivage droite-gauche et qui proposait une sorte de fusion finalement entre d'un côté les élites néolibérales, de l'autre la noblesse d'État, pour mettre en œuvre la politique à laquelle a toujours aspiré le cercle de la raison. Le cercle de la raison, c'est en gros les gens qui pensent, à droite comme à gauche, qui pensent qu'il n'y a qu'une seule politique possible, avec des injonctions qu'on connaît, et Macron, le représentant de ça. Certains disent le bloc bourgeois, moi je dirais plutôt le bloc élitaire, d'une certaine façon. Donc il y a des socialistes français qui ont été complaisants, bienveillants avec ça. Mais encore certains de vos amis sont parlementaires aujourd'hui, certains ont voté la confiance au gouvernement, oui, d'autres, la majorité c'est vrai, s'est abstenue, encore qu'ils ne se sont qu'abstenus, et je crois que 5 d'entre eux ont voté contre. Comment dans un même parti politique peut exister une telle différence d'opinion ? Non, mais ça traduit bien la perte de repères dans le Parti socialiste français à l'issue de ce quinquennat. C'est d'ailleurs le principal problème, c'est que les gens ne nous reconnaissent plus, et d'ailleurs nous-mêmes ne nous reconnaissons plus. Quand on fait la déchéance de nationalité ou quand on fait la loi travail, les électeurs socialistes traditionnels, qui nous ont toujours fait confiance, ils ne nous reconnaissent plus. Et quand, en effet, à l'issue des élections législatives, vous avez un groupe parlementaire qui est pourtant réduit à la portion congrue, c'est 30 députés, et qu'ils ne sont pas capables de trouver une position, que c'est divisé en 3, et qu'en plus, alors même que tout dans la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe devrait nous inciter à la vigilance et à une opposition résolue, il y en a des camarades qui votent pour ou qui s'abstiennent, là en effet il y a un problème. Et justement, à l'occasion de ce congrès du Parti socialiste, moi je crois que la seule condition pour repartir, pour rebondir, pour se donner une chance de revenir finalement dans une position un peu centrale à gauche, c'est la clarté. Clarté par rapport à Macron, ça c'est très important. Clarté par rapport à ce que nous avons fait pendant 5 ans, parce que moi je ne vois pas C'est à vous justement ce bilan aujourd'hui, est-ce qu'il est derrière vous et il ne faut plus en parler, ou est-ce que justement ça va être l'objet aussi de cette campagne électorale ? Forcément qu'il faut en parler, de toute façon si on veut, si on veut que le sursaut soit au rendez-vous, on est obligé de faire un inventaire critique et lucide de ce qu'on a fait pendant 5 ans, évidemment. Et je pense qu'il y en a qui ont la tentation de mettre le débat sous le tapis, mais en tout cas c'est pas mon cas. C'est la question que vous a posée
posé justement le géopolitologue Pascal Boniface vendredi dernier, que nous recevions dans la matinale. Il vous demande comment vous expliquez que le PS, qui avait tout en 2012, les grandes villes, les départements, les régions, l'Assemblée nationale, le Sénat, qu'aujourd'hui le PS n'a plus rien en 2018. Il y a d'abord un certain nombre de réformes qui ont heurté, voire choqué nos électeurs. Il y a des engagements qui avaient été pris qui n'ont pas été tenus. Je pense que ça a contribué aussi. Peut-être que plus fondamentalement, il y a une pratique du pouvoir qui n'a pas été tellement différente des autres, c'est-à-dire que notre rapport à la Ve République était censé être critique. En réalité, nous avons vu un pouvoir qui a accepté les règles du présidentialisme et qui partait du principe que tout était soumis à l'exécutif. En gros, le parti était devenu atone, les parlementaires eux-mêmes étaient sommés d'être toujours d'accord et avaient une marge de manœuvre très réduite, et donc ça a contribué au résultat que l'on sait. Mais enfin, il faut quand même être juste, le résultat des élections vient de loin, c'est pas seulement ce quinquennat, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut tourner la page. Nous sommes dans une crise de la social-démocratie, crise idéologique, crise stratégique, crise sociologique aussi, c'est pour ça que moi je mets au cœur de ma campagne cette idée selon laquelle nous devons renouer avec le corps central de la société, les ouvriers, les employés, et évidemment cette triple crise a des conséquences électorales. Vous pensez que le Parti socialiste aujourd'hui peut regagner la confiance des citoyens ? Ça prendra du temps, il faudra beaucoup de détermination, beaucoup de travail, mais je crois que c'est possible, pourvu qu'on sache qui on est et ce qu'on veut. Qui on est, c'est-à-dire que moi je pense que nous sommes clairement dans l'opposition. Nous devons renouer avec une analyse critique du système capitaliste, de ses travers, de ses dérives, de cette course folle au profit qui à la fois dévaste la terre et entraîne des inégalités insupportables. Et puis ce que nous voulons, à la fois rassembler la gauche. Je sais que ça paraît aujourd'hui un peu utopique vu qu'on est dans un état d'émiettement et de division très préoccupant, mais je crois qu'il faut avoir toujours en tête cette volonté unitaire, et être unitaire pour 2, pour 3, pour 10. Ça, c'est le talisman. Mais quand vous faites pour la victoire. le bilan critique et que quand on entend vos propos aussi sur la social-démocratie en Europe d'une manière générale, pourquoi ne pas avoir fait le choix de rompre justement avec cette dérive d'un parti socialiste qui s'accommode effectivement du système bancaire ? D'abord, il faut être juste sur la social-démocratie. On a parlé de l'Allemagne, on pourrait parler de l'Italie, où en effet c'est très préoccupant, mais vous avez aussi des exemples où ça marche. Le Labour Party dirigé par Jeremy Corbyn, il est clair dans ses choix, il est clair dans sa stratégie. Le PS portugais vient de faire une alliance gouvernementale avec le Bloco, un peu comme Podemos, et le Parti communiste portugais, et ils font une politique de gauche, ils ont augmenté les salaires minimums, ils ont augmenté la retraite, bref, c'est encore possible. Et donc moi je plaide pour ça, je plaide pour un socialisme qui renoue avec notre identité qui est liée au partage, le partage des richesses, le partage des pouvoirs, le partage des savoirs, qui renoue avec cette tradition d'émancipation, émancipation individuelle, émancipation collective. Je crois que c'est possible. Et vous savez, vous dites les socialistes, mais c'est aussi des milliers d'élus locaux qui tous les jours font des politiques de gauche et qui le font avec les autres, avec les communistes, avec les écologistes et même les insoumis. Donc ça c'est possible, pour vous qu'on le veuille vraiment. Delphine Batho parle encore de mafia au sein du Parti socialiste. Elle a parlé de fausses cartes d'adhérents, de pression pour empêcher de nouvelles candidatures, d'ailleurs contre la vôtre je crois. Plusieurs ont dit que l'éclatement des candidatures favoriserait votre candidature. Vous partagez son analyse ? Non, pas du tout. D'abord, il faut quand même mesurer les termes qu'on emploie. Une mafia, ça veut dire des délits, des crimes, et je ne crois pas que ça soit le cas du Parti socialiste, loin de là. Mais surtout, ce qui me choque dans ce que dit Delphine, qui est par ailleurs une parlementaire de grand talent, qui a été ministre aussi, qui a fait des choses, c'est cette façon de stigmatiser des militants, un parti qui certes a des défauts, ça c'est incontestable, mais qui reste un parti démocratique. Je veux dire, dans quel parti on peut avoir des débats aussi transparents, aussi publics? Donc moi je suis plutôt attaché au Parti socialiste, à sa façon de fonctionner, et je trouve ça dommage, d'autant plus que Delphine, elle est membre des instances nationales depuis longtemps. Si elle avait eu des choses à contester, il fallait qu'elle les exprime. Ça n'a jamais été le cas. Donc c'est un peu, je trouve, injuste. Vous estimez donc, vous, aujourd'hui, qu'il y a bien un espace entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ? Et je ne raisonne pas en termes d'espace. Il n'y a pas des parts de marché. Je pense qu'il y a une utilité historique pour le socialisme français, pourvu, encore une fois, qu'il sache qui il est et où il va. Et moi, c'est ce que je propose à l'occasion de ce congrès, et en tout cas me reconnaît une forme de cohérence. Moi, je propose qu'on soit clair sur la stratégie, clair sur les choix, clair sur le programme d'action, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Y compris sur la forme de parti, on l'a vu dans la dernière élection
présidentielle. La France Insoumise d'un côté, En Marche de l'autre, c'est aussi ces formations un peu nouvelles, qui ne sont pas des partis, qui sont des mouvements, qui ont fonctionné. Vous souhaitez le maintien du parti politique traditionnel ? Moi, je crois au parti politique. Voilà. Je sais que c'est pas très à la mode en ce moment, j'y crois. Après, ça n'empêche pas de faire évoluer le Parti socialiste. Je pense que les militants doivent être davantage associés à l'élaboration de la doctrine. C'est la raison pour laquelle moi je suggère qu'ils soient consultés très régulièrement, plusieurs fois par an, sur des sujets soit d'actualité, soit des thèmes structurants pour la société française. Je pense que nous devons davantage prendre langue avec les citoyens qui ont envie de participer à la vie à gauche pour qu'ils puissent nourrir et irriguer nos pensées et notre action. Je pense qu'on doit là aussi, c'était quelque chose qu'on faisait il y a quelques années, mais qui me paraît essentiel, renouer avec les intellectuels, avec les syndicats, avec les artistes, qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Mais je crois encore à la forme parti, oui. C'est pas parce que En Marche ou la France Insoumise sont des formes originales très intéressantes, fondées sur l'horizontalité supposée ou réelle, que pour autant nous devons exactement faire pareil. Moi je crois encore à la forme parti, oui. Votre gauche à vous, elle est compatible avec celle d'Olivier Faure, de Stéphane Le Foll ou de M. Carvounas? Mais moi, rien de ce qui est à gauche ne m'est étranger. Donc, la question c'est, sont-ils de gauche? Bien sûr, ils sont de gauche. Franchement, je n'ai pas l'impression qu'ils aient tourné le dos à cette histoire séculaire qui est celle du socialisme français. Donc ça c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on parle avec tous les autres et qu'on construise avec tous les autres un programme et qu'on se retrouve dans des luttes. Parce que la vérité, c'est que l'union de la gauche, elle se fait surtout sur le terrain, dans des luttes. Et aujourd'hui, il y a quand même des sujets pour se mobiliser. Regardez, les élus locaux socialistes, par exemple, ils font un travail formidable et se mobilisent contre la suppression des emplois aidés. Parce que les emplois aidés, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des dizaines, des centaines de communes qui vont être privées de services très importants. Là, il y a une convergence possible. Sur les luttes, justement, Gilles Das, sur Facebook, vous pose une question parce qu'il sait que vous êtes opposé au CETA, vous êtes un des grands défenseurs, en tout cas un des grands porteurs du débat contre le CETA. Quand vous voyez justement, vous dit-il, vos amis socialistes en Allemagne renforcer les rangs d'Angela Merkel, comment poursuivre ce combat et avec qui? Mais vous savez que sur le CETA, d'ailleurs plus largement sur tous les accords de libre-échange, nous sommes parvenus à convaincre bien au-delà de notre propre camp. Quand vous parlez, moi ça m'est arrivé de parler avec des conservateurs européens et de leur dire mais est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui que signer des accords de libre-échange qui supposent l'importation de dizaines de milliers de tonnes de bœuf ou de porc supplémentaires qui vont venir impacter le marché européen, vous croyez que c'est bon pour notre agriculture? Vous croyez que c'est bon pour notre alimentation? Est-ce que dans un monde où tout le monde se protège, vous trouvez normal que seule l'Union européenne ne défende pas son agriculture ou son industrie? Même des gens de droite, on peut les convaincre. Je pourrais vous donner plein d'exemples concrets, parce que moi, au Parlement européen, c'est le sujet sur lequel je travaille le plus, les accords de libre-échange. Eh bien, on parvient parfois à convaincre des collègues qui ne sont pas de la même obédience politique que nous. Donc c'est possible, pourvu qu'on parte des textes et qu'on soit suffisamment convaincant. Alors, Union pour les luttes. Dans un an et demi, il y a les élections européennes. S'il y a des législatives, ça veut dire qu'il y a une élection anticipée et donc un grand bouleversement politique. Non, ce seront les européennes. Ouais. Avec qui, justement, vous allez construire des alliances si vous êtes à la tête du PS demain? Mais moi, je construis des alliances avec tous ceux qui pensent comme moi, comme nous. Sur les questions européennes, c'est absolument fondamental, ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, on est quand même à un moment très important parce que Macron-Merkel, ça n'est pas qu'un accord politique, ça a des conséquences concrètes, c'est la poursuite de ce qu'on peut appeler les politiques ordolibérales, c'est-à-dire quasiment plus de marge de manœuvre au niveau budgétaire, une politique monétaire contrainte, et puis surtout, ce qui est le plus insupportable, le maintien de la compétition au sein de l'Europe. Parce qu'on nous avait dit que l'Europe est un espace de coopération et de solidarité, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le dumping social, c'est le dumping fiscal, qui abîme l'idée européenne et qui détourne progressivement les Européens de l'Union. Donc là-dessus, il faudra que tous ceux qui veulent travailler à une autre Europe se fédèrent, avec des mots d'ordre très clairs et très simples. Emmanuel Morel, premier secrétaire du Parti Socialiste, tend la main à qui à ce moment-là? Tend la main à tout le monde.
Moi, je veux être un premier secrétaire rassembleur des socialistes, mais aussi de la gauche. Parce qu'encore une fois, je le répète, je pense que si ce qui nous obsède, c'est l'amélioration des conditions de vie matérielles des gens, alors il faut se battre avec tous ceux qui ont les mêmes idées, ou en tout cas qui se retrouvent dans un programme d'action. C'est ce que je propose. Alors une dernière question, Emmanuel Morel, si vous prenez la tête du Parti Socialiste, vous l'emmenez où le Parti Socialiste, le siège du Parti Socialiste? Je pense qu'il faudra associer les militants à cette décision. On l'a dit, longtemps déconnecté justement des citoyens, des militants. Rue de Solferino. Je sais pas. Les militants étaient aussi attachés à ce lieu qui avait une histoire, mais manifestement, on ne sera plus dans les beaux quartiers de la capitale, ça c'est sûr. Merci beaucoup Emmanuel Morel. Demain, je recevrai l'économiste atterré Benjamin Coriat. Il est le spécialiste de l'économie industrielle et de l'innovation. On reviendra sur l'initiative du président de la République qui réunissait aujourd'hui 140 patrons du monde à la veille du forum de Davos dont on parlera aussi. Vous avez une question pour lui? J'en ai plein, forcément. Mais non, j'ai une question précise parce que je n'ai pas pu vérifier. Je discutais avec un ami qui est économiste et qui me disait que pour la première fois depuis l'après-guerre, on avait une baisse très préoccupante de l'investissement public en France. Est-ce qu'il peut me confirmer ça? Et si oui, comment remédier à cette situation? Alors je transmettrai la question, merci beaucoup. Merci à vous.